Bonsoir. Nous avons toujours tort d'essayer d'avoir raison avec des gens qui sont convaincus, qui ont toutes les bonnes raisons de penser qu'ils n'ont pas tort. Raymond DeVos, artiste célèbre pour ses jeux de mots. On choisit rarement ses supérieurs, ses clients, ses collaborateurs. Alors comment on peut communiquer avec eux au mieux ? Beaucoup vous diront en maîtrisant l'art d'avoir toujours raison. Ce soir, je vous dirai le contraire. Ce serait plutôt en maîtrisant l'art du dialogue. L'univers de la communication évolue à pas de géant depuis des décennies. Et pourtant, nous n'avons jamais assisté à autant de désinformation et de confusion. Nous n'avons jamais autant assisté à autant de colère, de frustration et de violence entre les individus. Comment ça se fait ? C'est uniquement parce que les gens ont peur de s'écouter. Nous nous agrippons bec et ongles à nos opinions afin de créer un bloc autoprotecteur qui nous permettra de gérer nos peurs de l'incertitude. Voilà, si vous devez retenir une seule phrase, ce serait celle-là. Quand j'ai débuté ma carrière en 2011, j'avais pour clients, parmi mes premiers clients, des politiques. Je vous promets que ça m'a beaucoup challengée côté écoute. Il ne fallait pas que je succombe à mes peurs en les entendant me parler des enjeux et des risques pour la Tunisie. Le fameux syndrome de Facebook, on va tous mourir, je l'ai vraiment vécu. Également, il ne fallait pas que je succombe au plaisir d'écouter leurs anecdotes concernant le monde politique, étant une passionnée moi-même. Alors, comment faire pour apprendre à écouter quand ça ne fait pas partie de notre métier ? C'est pas si facile, parce que si c'était si facile, nous n'assisterions pas à ce combat de coq, ou bien de poule d'ailleurs, entre politiques dans les médias, eux qui sont censés me montrer le meilleur côté d'eux-mêmes, au moins pour ne pas se faire élire, pas pour se faire élire, mais au moins pour faire adhérer les citoyens à leurs idées. Nous n'assisterions pas également à ce dialogue de sourds entre syndicats et gouvernants, eux qui sont responsables de nos vies et de la vie des futures générations. Nous n'assisterions pas également à ces divorces sanglants entre adultes consentants. Et nous n'assisterions pas également à cette rupture générationnelle et hiérarchique dans le monde de l'entreprise, d'ailleurs que l'on essaie de réparer avec l'intelligence collective en boostant dans les organisations la co-réflexion. Je ne peux pas... oui, ce qu'il faut, comment faire ? Il faut d'abord une prise de conscience. Je vais vous demander de penser à vos conversations. Est-ce qu'elles ont plutôt le rythme d'un match de ping-pong, balle après balle, où votre seul objectif est de gagner point après point ? C'est ce que disent tous les coachs sportifs. Ou bien ça ressemblerait plutôt à un match de golf, un tournoi de golf, où les joueurs effectivement visent le même trou, mais savent qu'ils ne vont se réunir qu'à la remise des prix. Observez également les gens autour de vous. Est-ce qu'ils vous enseignent plutôt les règles du ping-pong ou bien les règles du golf ? C'est vrai que c'est plutôt le contraire. Le vrai dialogue, et là je parle du dialogue fertile, pas du ping-pong d'opinion et de co-réactivité que l'on essaye de faire passer pour dialogue aujourd'hui. Non, le dialogue, c'est un équilibre entre écouter et parler. Mais c'est également de s'offrir le luxe inconfortable de changer d'avis. En quoi c'est un luxe inconfortable, vous allez me dire ? Essayez de demander à un syndicaliste, un homme politique, à des couples, ne pensez pas aux scènes de ménage, juste d'émettre l'hypothèse de changer d'avis lors d'une conversation avec enjeu. C'est exactement comme si que vous leur demandiez d'aller volontairement se battre contre un ennemi, mais sans armes, sans armure, et en laissant de côté leur connaissance et leur certitude. C'est dire le combat interne que l'on peut vivre.
Alors, nos opinions, on peut dire que nos opinions, c'est comme des programmes informatiques dans nos têtes. Et ces programmes vont vraiment tout faire pour contrôler prendre le dessus sur nos meilleures intentions. Ils vont même jusqu'à en créer d'autres. La Tunisie a eu un prix Nobel de la paix grâce à l'organisation du dialogue national. Et oui. Donc, c'est dire quand même les vertus du dialogue. J'entends déjà vos silences et vos sourires. Vous savez, comment on fait précisément pour dialoguer? On va prendre l'exemple d'un chercheur scientifique. En bon scientifique, quand il a une idée dans l'esprit, il va faire une expérience. Et il va observer ce qui va se passer. Et en général, ce qu'il va observer est toujours similaire et non identique à ce qu'il avait dans l'esprit. Et du coup, il y a une nouvelle idée qui va survenir parce qu'il aurait constaté les similitudes et les différences. Donc on va assister à l'émergence continue de nouvelles idées et du coup, c'est là où une nouvelle idée, une nouvelle expérience, une nouvelle observation et une nouvelle idée. Alors, là, c'est le dialogue d'un scientifique avec lui-même. Oui, on peut dialoguer avec soi-même. D'ailleurs, je vous promets que tous les conférenciers ont beaucoup dialogué avec eux-mêmes ces derniers jours. Comment ça se passe quand on dialogue avec l'autre? C'est exactement le même processus. Vous allez entamer une conversation, vous allez mettre de côté le bloc autoprotecteur et vous allez écouter exactement comme le physicien, le chercheur scientifique va observer son expérience. Ensuite, vous allez répondre avec cette nouvelle compréhension. Et du coup, au fur et à mesure que le dialogue va progresser, vous aurez un flux d'idées innovantes. C'est comme si maintenant, je vous demandais de changer les règles du ping-pong, d'un commun accord bien sûr. Ou, première règle, personne n'essaie de gagner. Deuxième règle, si quelqu'un se trompe, tout le monde y gagne. Du coup, vous allez passer d'une posture de gagnant-perdant à une posture de gagnant-gagnant. Alors, vous allez me dire, ça c'est dans un monde parfait. C'est vrai, on n'a pas tous l'occasion de dialoguer avec des gens en posture gagnant-gagnant. Mais pour ça, vous avez le choix, soit d'arrêter de jouer, de ne pas jouer carrément au ping-pong avec ces nouvelles règles, ou bien de dire que de toute façon, en gardant ma posture, le dialogue s'emportera mieux, même si l'autre a une posture de gagnant-perdant. Et ce qui est sûr, c'est que vous ne vous mettrez pas en colère et vous ne sentirez pas la frustration. C'est pour cela que je me demande, qu'est-ce qu'on attend de faire sortir le dialogue du placard et de l'intégrer parmi les disciplines indispensables que sont l'écriture, le calcul et la lecture. CNN a mené une enquête. Elle a posé la question, savez-vous tenir une conversation professionnelle? Sur les 3357 personnes questionnées, 30% ont répondu non, on aurait pu avoir une fabuleuse conversation avec une poignée de porte. 48% ont répondu oui, mais c'était un pur hasard. 22% ont répondu non, je panique, je bégaye et je suis carrément nulle. Encore une motivation pour apprendre dès le jeune âge l'art du dialogue et la compétence de l'écoute. Alors, ce que je voudrais vraiment vous faire passer comme message, c'est que la communication d'homme à homme est la 8e merveille du monde, qui continue de se reproduire à notre insu à travers le dialogue. Et nous sommes tous responsables de la sauvegarder. Dans ce monde en pleine mouvance, le dialogue pourrait être la colle ou le ciment qui rassemblerait les individus et les sociétés. Merci.